Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec un représentant de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Is it okay with you? Des tuches à Cocorico, des guignols de l'info à 1 minute avant, entrevue avec le réalisateur et scénariste Cholte, de son talent d'écriture à sa gestion du rythme comique, et au milieu de ça, un empire, ou plutôt un empire du milieu, puisqu'il coécrit le dernier film Astérix et Obélix, puisque on ne sait pas encore si God Save the Tuche, mais en tout cas God Save Julien, et à l'occasion de la 26e entrevue du podcast et de la seconde de cette saison 3, l'Instant Pur Cinéma est heureux de recevoir à nouveau Julien Hervé. Hello, comment ça va? Écoute, tout va bien. Tout va bien. Voilà, je viens de rendre un scénario là, donc c'est toujours un moment agréable parce qu'en fait, tu te dis, si ça se trouve, c'est bien. Jusqu'au moment où on te dit, c'est pas bien. Mais en attendant, jusqu'à ce qu'on te dise ça, tu peux croire que ce que tu as fait, c'était bien. Et en fait, tu es dans une forme de plénitude et de zénitude. Et puis au bout de 2 jours, tu commences à dire, là, si ça se trouve, ils ont lu, donc ça peut devenir dangereux. Mais tu as quelques jours de sérénité, en fait, c'est assez bizarre. Tu vois, c'est un drôle de moment que moi j'aime bien. Trop bien. Meilleurs vœux. Ouais, meilleurs vœux. On attaque 2025. Comment se sont passées les fêtes de ton côté? Écoute, très bien, voilà. Familialement, un peu de ski. Enfin voilà, on va pas se plaindre, tout va bien. C'était très agréable. Parfait. Très agréable. Écoute, j'aurais une petite surprise pour toi. Quelqu'un a souhaité te laisser un petit message. Quelqu'un qui, normalement, si j'ai bien fait mon travail, que tu apprécies, et réciproquement. Écoute, je te laisse avec ça et on verra ça à la fin de l'entrevue. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Alors pas vraiment rencontre parce qu'on se connaît, mais on va pas également refaire ton parcours puisqu'on l'avait fait à l'occasion de la sortie de Cocorico. Je vous invite bien sûr à aller écouter l'épisode si vous voulez en savoir plus sur Julien. On va revenir un petit peu plus en détail sur tes débuts. Tu as été auteur pour les Guignols de l'info. Comment, en sortant de Cholet, tu te retrouves chez Canal? C'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que je suis parti de Cholet pour aller à la fac à Angers faire du droit. J'étais en licence de droit et comme j'étais pas le plus assidu des étudiants, je savais que après la maîtrise, je risquais d'avoir du mal à avoir un 3e cycle et des choses sympathiques dont je pouvais avoir envie. Donc je me suis dit, il faut que je m'en aille, il faut que je bifurque. Donc voilà, plein de courage, je me suis inscrit pour passer le concours de Sciences Po. Et j'ai réussi à être pris à Sciences Po Paris. Donc je suis parti, donc ça c'est en 95. Et donc en septembre 95, je me pointe là-bas, dans cette école que je ne connaissais pas et qui m'inquiétait un peu. Et le premier jour d'école, je suis assis dans une classe et il y a un type qui rentre, un rebeu avec une casquette de Gavroche sur la tête, s'assoit à côté de moi. Et ce mec, c'était Kader Aoun. Et il se trouve que Kader Aoun, par la suite, a été l'auteur de Jamel Debbouze, le metteur en scène de ses 2 premiers spectacles, le créateur de la série H, et quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui a beaucoup recruté d'auteurs pour Canal. Et ce qui fait que rapidement, on est devenus potes. Il m'a dit, t'es marrant, va écrire. Je lui ai dit, moi, je sais pas écrire. Donc il me dit, tu vas apprendre, tu vas voir. Donc j'ai commencé un petit peu quand j'étais étudiant, quand j'étais à Sciences Po, j'ai commencé à faire quelques vannes
grâce à lui. Et ensuite, quand on est sorti, quand on a fini, lui, il a été vraiment chargé de recruter des auteurs. Il n'y a pas de formation en France, il n'y a pas d'école, donc ça se passe un peu par cooptation. Donc c'est très dur de trouver des gens. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens de talent, mais il y a un déficit de recherche ou de formation. Et donc voilà, j'ai fini Sciences Po en 97. J'ai fait 1 an de plus pour faire un peu une prépa et surtout pour pas faire l'armée. Et en 99, je suis rentré à Canal avec 3 autres camarades qui s'appelaient Nicolas Orzekowski, Lionel Dutemple et Ahmed Hamidi. Et on est rentré en 99. On a commencé par faire 1 an de Nulle part ailleurs avec Nagui, 1 an d'Omar et Fred qui débutait eux aussi, qui faisait le Visiofond qui était l'ancêtre du SAV. Et puis on a écrit les Césars pour Alain Chabat, c'était la 25e année. Donc ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui c'est la 50e année, cette année. Donc ça veut dire qu'on a 25 ans d'écriture, c'est fou, j'ai du mal à y croire. Et donc on était un peu les plombiers de la vanne, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il fallait des vannes sur une émission, on venait chercher les petits gamins là, du bureau C320, c'est là où on était, et on allait faire des vannes un peu pour tout le monde. Donc c'était une bonne formation. Et parmi ces gens, il y avait Bruno Gassio qui partageait le bureau avec nous le matin parce qu'il avait un édito à écrire pour Nulle part ailleurs le soir. Et donc le matin, il était là avant d'aller au Guignol dans son bureau. Et comme il nous aimait bien, qu'on le faisait marrer et qu'on s'est bien entendu avec lui pendant toute l'année, en fin de saison, lui, il s'est fâché avec les 2 auteurs qui étaient au Guignol depuis quelques années. Et donc ils sont partis. Et Gassio a dit je veux les petits jeunes. Donc on n'a pas vraiment eu le choix de dire non. C'est-à-dire que c'était un peu le Real Madrid, si tu veux. Donc on s'est retrouvés là-bas, même si nous, les dernières années, on regardait pas forcément beaucoup les Guignols, tu vois, c'était pas leur meilleure période. Mais voilà, moi j'aimais bien l'actualité, mes potes aussi, puis on était des mecs, on faisait des vannes, quoi. Donc on pouvait faire des vannes un peu sur n'importe quoi, tu vois, c'était ça notre truc. Donc on a débarqué là-bas. Et on a appris le métier sur le tas, quoi, grâce à Bruno, essentiellement. Pendant des années, on savait pas écrire, nous. Mais on était des mecs un peu marrants, donc ça fonctionnait. On lui ramenait des ingrédients pour qu'il puisse faire la cuisine. Dans tes derniers films en date, j'en parlais en intro, Astérix et Obélix, comment elle se passe cette aventure ? C'est assez... quand on avait discuté avec le patron des éditions Albert René, qui s'appelle Céleste Suru, qui est un type formidable, il nous avait dit Astérix c'est un long shot, donc ça va prendre du temps. Mais on pensait pas. C'est-à-dire que nous on a commencé à écrire en 2016, le film est sorti en 2023. Ah la vache. Tu vois le truc ? Alors évidemment, on n'a pas travaillé pendant 7 ans que là-dessus, hein, tu t'en doutes bien. Mais on est arrivé, nous, on est sorti des Guignols en 2015, et l'année d'après, on avait monté une boîte avec mon associé Philippe Mechelin, et il me dit tiens, je vais voir des mecs là de chez Thomas Langman, qui avait été un des producteurs d'Astérix, qui avait un peu produit avec son père Claude Berry, qui avait évidemment produit notamment Mission Cléopâtre. Et lui, derrière, Thomas Langman avait produit les Jeux Olympiques. Donc Philippe me dit écoute, je pense qu'ils vont proposer qu'on écrive un Astérix. Donc il me dit je vais à ce déjeuner parce que ça peut être intéressant. Et il revient, il me dit c'est ça. Ils veulent qu'on écrive un Astérix. Il y a il y avait une compétition qui était organisée par Hachette, donc qui avait les droits. Okay. Il fallait en gros débarquer avec une idée d'album à adapter, un document de 20, 30, 40 pages de développement sur le scénario, donc des scénaristes évidemment, un réalisateur et des producteurs. Il fallait un package un peu complet. Ouais. Donc il y avait pas mal d'équipes sur la place de Paris qui se chauffaient évidemment, parce que c'était quand même quelque chose de très gros. Bah oui, j'imagine, ouais. Donc on s'est lancé là-dedans avec deux mecs qui étaient comme nous, qui étaient un peu des outsiders, qui avaient l'un d'entre eux avait été chez Langman, mais n'avait pas produit tout seul des films aussi gros que ça. Et puis l'autre n'avait jamais produit de films, en tout cas pas des films aussi importants. Donc on était un petit peu léger sur l'attelage, mais sur l'artistique, on s'est dit voilà, on y va. Et ces 2 mecs avaient l'idée de faire, ils disaient il faut faire un Astérix en Chine. Donc on a d'abord demandé nous si on avait le droit de faire hors programme, c'est-à-dire hors album, parce que forcément on voulait pas vexer Albert Uderzo et puis les ayants droit. Donc on nous a dit oui vous avez le droit, c'est autorisé. Donc de manière un peu opportuniste,
Les deux camarades avec qui on était pensaient que ça pouvait être intéressant si on tourne en Chine, si on levait de l'argent en Chine. Il y avait un peu une sorte de mirage chinois où on se disait on va lever 20 bars, c'est rien pour eux. Ouais. Et puis au total, on a levé 0. Mais bon, après, ça c'est une autre histoire et c'était pas dépendant de nous. On s'est plus occupé de ça. Donc nous, avec Philippe, on a commencé à réfléchir à ça et on a écrit les fameuses 30 pages assez rapidement. Il a fallu écrire ça en un mois parce qu'en fait, on a été prévenu tard de la compète qui avait déjà commencé. Ok. Donc on est arrivé un peu après certains. Et il a fallu qu'on se speed un peu. On a écrit tout le mois de mai 2016, on a écrit ça. On a balancé notre scénario et on avait comme réalisateur Louis Leterrier. Ok. Donc tu vois, Louis Leterrier qui est ce Français qui est un garçon formidable, Bien très sûr. talentueux et vraiment vraiment gentil, adorable comme tout. Et Louis avait déjà fait un Hulk aux États-Unis, avait déjà fait Transporteur, avait déjà fait Insaisissable. C'est ça. Et c'était déjà un taulier du cinéma, enfin, des Français en tout cas à Hollywood, quoi. C'était un des seuls qui réussissait, qui Carrément. cartonnait. Plus tard, il fera Fast and Furious. Ouais, bien d'ailleurs. sûr, le 10, voilà. Et je crois que c'est lui qui fait le 11 aussi, il me semble. Oui, également, ouais. Ouais. Donc, c'est un mec génial. C'est-à-dire qu'il est très talentueux, mais super humble. Et donc, on a adoré le peu de temps qu'on a passé avec lui. Et il se trouve que ça a été tellement long qu'en fait, ça a un peu usé tout le monde. Alors nous, rapidement, Louis, il est parti. Parce qu'au bout d'1 an et demi, si tu veux, nous, on était encore dans la compète. On avait passé quelques étapes. Sauf que Louis, il lui proposait Gotham City, les Américains. Donc, si tu veux, il est venu nous voir, il nous a dit, les gars, c'est un peu embêtant, tu vois, on me propose un Batman, qu'est-ce que je fais, quoi? On dit, tu vois, bon, il voulait évidemment y aller, ce qui est tout à fait logique. Et puis surtout, ça mettait tellement de temps que c'était incompréhensible. Parce qu'au bout de 1 an, le concours était toujours pas terminé, en fait. Non, c'était pas terminé. C'était pas terminé parce qu'il fallait d'abord, la première fois, donc on remettait le document. Ensuite, on avait une sorte d'oral devant des gens de chez Hachette. Ok. Ensuite, on rencontrait la fille d'Albert Uderzo qui s'appelle Sylvie Uderzo, qui est très sympa, et la fille de René Goscinny qui s'appelle Anne Goscinny. Ok. Et donc ça, fallait qu'on les rencontre elle également. Donc à chaque fois, si tu veux, tu avais un délai de 2 mois, 3 mois, parce que c'était très compliqué de voir ces gens qui étaient très occupés. Donc ça traînait. Et l'étape suivante, c'était de voir Albert Uderzo lui-même. Ça a pris aussi du temps, il a été un peu malade, donc ça s'est décalé. Donc en fait, on a fait, je sais pas, ça a duré 1 an et demi. Ouais, d'accord, ok. 1 an et demi minimum. Hein. Nous, avec Philippe, on avait envie d'aller jusqu'à l'étape Uderzo parce qu'on avait envie de le rencontrer. Comme c'est quelqu'un de, voilà, c'est quand même un type qui a créé une BD incroyable. Enfin, c'est insensé ce qu'ils ont fait avec Goscinny. Donc on voulait le rencontrer, on se disait ça doit quand même être intéressant, et on l'a rencontré et c'était effectivement très intéressant. Un grand mec, très costaud, italien, voilà, qui te serre la main, il t'écrase la main, tu vois, c'est un peu Obélix. Et le mec, génial, très chaleureux, très accueillant, d'une modestie hallucinante, se demandant encore comment ces petits Gaulois pouvaient plaire à autant de gens. On lui dit, les gars, faut ouvrir les yeux, hein, c'est un monumental carton ce que vous avez fait, c'est légendaire. Et donc très sympa. Et puis au bout de, je sais pas précisément, mais je dirais 2 ans ou 2 ans et demi de compète, on nous dit vous avez gagné. Ok. Donc là on dit cool, tu vois, Mazel Tov. Et derrière ils disent ouais mais vous n'êtes pas producteur. On dit oui d'accord, mais bon peut-être qu'on peut s'arranger. Il dit non, faut trouver un producteur. Donc on a pris le bébé, la coupe, et on est allé la donner à un producteur qui évidemment avait mis 0 € dans l'aventure, tu vois. Et on l'a fait roi. On lui a dit, écoute mon gars, on vient t'amener, tu vois, l'affaire du siècle. Donc voilà, donc le mec a pris ça. Nous derrière, on s'est beaucoup détaché de tout ça parce que ça nous a un peu frustrés et agacés de pas pouvoir être associés un peu davantage à la production, même si c'est vrai que à cette époque-là, on n'avait pas encore produit, mais tu peux quand même t'adosser à des boîtes qui l'ont déjà fait. Enfin, on aurait pu trouver des solutions. Et on est revenu simplement quand ils ont désigné Guillaume Canet, réalisateur. On est revenu bosser un peu avec lui pour faire de l'adaptation. Donc c'est à la fois notre Astérix et pas vraiment notre Astérix. Voilà, c'est un peu les deux. Tu signes également le scénario de nombreux Tuches, et dont ton premier c'est Les Tuches 2. Comment ça s'est passé? Les Tuches 2, on l'a écrit pendant qu'on faisait les Guignols, la dernière année, juste avant qu'on se fasse virer en 2015. On écrivait ça en plus des Guignols, avec tous les camarades qui étaient là, donc Philippe Mechelin qui était le créateur des Tuches, et à qui on a demandé d'écrire un 2. Et comme il était avec nous au Guignol depuis 2009, il nous a gentiment proposé, il nous a dit les gars, est-ce que ça vous dit qu'on l'écrive ensemble? On a sauté sur l'occasion, on n'avait jamais fait de cinéma,
pour moi, ma part en tout cas. Et donc on s'est mis à écrire ça tous ensemble. On s'est vraiment marré. Et si tu veux, c'était en fait en termes de calendrier, c'était assez royal parce que on a écrit ça en 2014, ils ont tourné en 2015. Et nous, on s'est fait virer en 2015, et donc on se fait virer en juin, et en février 2016, sort Les Tuches 2 au cinéma. Et on fait 4 600 000 entrées. Donc c'est le film français le plus vu de l'année. Donc là, d'un seul coup, tu passes, parce que le 1 avait fait 1,5, ce qui était déjà beaucoup, mais ce qui n'était pas non plus phénoménal, on va dire. Et là, d'un seul coup, ça devient phénoménal. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un 2 fasse plus qu'un 1. En général, ça n'arrive pas. Et donc là, c'est arrivé. Et après, ce qui est arrivé par la suite, c'est que le 3 a fait encore plus que le 2. Donc là, on est rentré dans un truc vraiment phénoménal, c'est-à-dire un truc que tu contrôles pas. Les gens étaient fous amoureux des Tuches, ils adoraient ça les faisait marrer. Ils se sont pris d'affection pour cette famille. Ça fait son score en salle, mais d'autant plus à la télé. Bien sûr. Où j'ai l'impression où ça explose d'autant plus qu'au ciné. Ouais, ça marche très fort. C'est une grosse franchise. Je sais pas s'il y a d'autres exemples à part Taxi, mais c'est assez différent parce que c'est plus de l'action comédie, mais je sais pas si ça existe une franchise qui fait 5 épisodes comme ça en France. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je crois pas. Le 2 qui sort en 2016. Ensuite, donc on enchaîne tout de suite avec le 3 qui sort en 2018, qui fait 5,7 millions. Ensuite, on enchaîne avec le 4 qui sort après le Covid. Donc on le décale à cause du Covid. Et on sort après le Covid, donc on sort à Noël 2021. C'était un tuche de Noël. On fait 2,4 millions. Et là, on a le 5 qui sort en février, le 5 février prochain, et qui est très drôle. Donc c'est quand même ce qui ne gâte rien. Il est vraiment marrant. On va pouvoir passer à la seconde partie. Tu la connais celle-ci, la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc je vais te reposer plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose des questions plus tard, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Nouvelle saison, nouvelles questions. Ah, formidable. Je vois que tu as travaillé. On essaye. Quel film te ramène directement en enfance ? En fait, si tu veux, les films qui me ramènent en enfance, c'est vraiment... Moi, quand j'étais petit, j'avais pas trop le droit de regarder la télé. Et surtout, je me couchais quasiment tous les soirs à 20h30. Et c'était, mes parents là-dessus, c'était pas des gens extrêmement stricts, mais sur les horaires de dodo, ça, ils rigolaient pas. Et ce qui fait que j'ai été frustré pendant des années et des années, parce que je pouvais jamais regarder le dimanche soir le film qui passait, quoi. J'ai des souvenirs où je me cachais, tu vois, parce qu'on avait, c'était un salon et il y avait 3 escaliers, tu vois, 3 marches pour descendre dans le salon. Et donc j'étais allongé en haut des marches, tu vois, et j'essayais de gratter, quoi. Et donc, je me souviens de Fantomas, évidemment. Je me souviens des Bronzés. Je me souviens de pas mal de Funès en plus de Fantomas. Mais j'étais de la Grande Vadrouille. Et parfois, et ça, c'était fou, parfois, mon père et ma mère me disaient « Ok, tu peux rester ». Et là, c'est des souvenirs dingues. C'est-à-dire que c'est intéressant par rapport à aujourd'hui, si tu veux, où on a une abondance d'offres de films, machin, mais à tel point que, en tout cas, moi, ça m'arrive, et je pense que ça arrive à pas mal de gens, tu te mets devant ta télé le soir, et tu peux, je sais pas, t'as 600 films entre Netflix, Amazon, Canal et Apple, tu te dis, ok, qu'est-ce que je regarde ? Et parfois, tu dis, je ne sais pas quoi regarder. Et nous, quand on était gamin, on était frustrés, sevrés, et ce qui fait que il y avait un plaisir qui était décuplé quand tu avais vraiment le droit de regarder un film. C'était hallucinant. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi ? J'aimais pas trop l'école, mais je pense que c'était l'histoire. J'aimais bien l'histoire. J'aimais bien ça. Je trouvais ça intéressant. Je trouve ça toujours très intéressant, d'ailleurs, aujourd'hui. J'aime bien savoir un peu d'où on vient. Tu vois ? Et puis, moi, je marche beaucoup, tu vois, dans Paris. Ouais. Donc, en fait, je regarde partout, je me renseigne, je lis des bouquins sur Paris, sur le vieux Paris. J'aime bien ça. En fait, j'aime bien l'idée de continuité, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que de se dire qu'on fait partie quand même d'une collectivité, d'une humanité, et qu'on se suit. Bah oui, c'est on sûr. vient pas de, voilà, il y a eu des gens avant nous, et c'est pour ça que par exemple quand je loue un appart ou quand j'achète un appart, j'aime bien prendre des trucs vieux. Ouais. Qu'il y a une parce histoire. Parce que je sais pas,
Ouais, je trouve qu'il y a une forme de logique, en fait, tu vois, à habiter là où d'autres gens ont habité. Voilà, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, quoi, tu vois. Complètement. Et donc, je m'intéresse vachement à l'histoire. Je lis beaucoup de trucs sur ça, je m'intéresse beaucoup à l'actu, mais donc en gros, je te dirais ça. Puis j'aimais bien les langues parce que comme j'étais pas trop mauvais, j'avais pas besoin de beaucoup travailler, donc ça allait. Puis le sport aussi, j'aime bien le sport. On change d'univers, je t'amène dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Mon dernier repas, qu'est-ce que j'ai mangé là? C'était à midi, là, j'ai déjeuné, j'ai une quiche Lorraine et un moelleux au chocolat. Merveilleux, trop bon. C'est bien. En fait, j'étais tout seul, ma fille était en train de déjeuner avec des copines, donc je me suis dit, bon, je vais déjeuner tout seul. J'avais un peu la flemme, tu vois, donc je suis allé à la boulangerie qui est à côté de chez moi, et j'ai fait quiche Lorraine, moelleux au chocolat. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, moi j'aime pas mal de choses. Alors je dirais peut-être la choucroute, quoi, tu vois. Ok. Je suis pas très fan. Alors, parfois je me dis, parce que j'en ai mangé en Allemagne et tout, je me dis, ah, c'est quand même sympa. Mais de manière générale, c'est le chou, quoi, que je trouve très, comment dire, tu sais, il est très piquant. Ouais, il est acidulé un peu, ouais. Ouais, tu vois, et en fait, ça me gêne. Tu vois, après, je te dis ça parce que tu me demandes, hein, mais bon, moi, j'en fais pas des cauchemars la nuit, tu vois, je m'en fous. Mais... Bah, j'espère en tout cas. Non. La dernière, petit déjeuner plutôt sucré ou salé? Je prends pas de petit déjeuner. Si je dois le prendre, je ferais plutôt sucré, tu vois, croissant, pain au chocolat. Mais je serais capable, j'aimerais bien, si c'était pas aussi, toi, calorique et tout, j'aimerais bien me faire, tu vois, jambon espagnol avec des œufs tous les matins, quoi. Ça, ce serait le petit déj idéal. Orange pressé et jambon espagnol avec des œufs, ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça. On va pouvoir enchaîner la troisième partie. Partie 3, c'est la nouvelle, c'est l'heure de l'instant rewind. Ma grande putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 C'est la grosse évolution de la saison, tu es le second à tester le concept. Je t'ai demandé pendant la préparation de cette entrevue des films qui t'ont marqué ou qui ont marqué ton parcours. Et donc là, je vais t'envoyer des extraits de films. Donc je te laisse l'écouter et me dire en quoi le film t'a marqué. Yes. Finito! Il n'y a plus de cordes! 22, je remonte. Place, s'il vous plaît. Une seconde! Viens! Attache ça au bout! Votre rallonge, d'où elle vient? Sache que je l'ai coupée du sommet! Coupée du sommet? Ça va de soi! Où veux-tu que je la sorte, sinon? Mais... oui! Mais... Oui! Applique-la au bout, que nous puissions continuer notre descente! Oh, très judicieux! Ah, génial! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est génial parce que, tu vois, j'ai mis du temps à reconnaître, tu vois, au début. Et parce que je ne savais plus à quel moment c'était. Mais... Bah voilà, mais je t'avais déjà raconté cette histoire des aventures du baron de Munchausen, c'est-à-dire que je connaissais pas ce film et j'étais parti à la mi-carême à Cholet et pluie diluvienne et qui fait que tout est annulé, tout est machin et je me réfugie, tu vois, au palace. Je me cache là et puis à un moment je lève la tête, je regarde les films, je dis de toute façon je vais pas pouvoir retourner dehors, j'étais trempé et je rentre et je vois ce film. Donc les circonstances étaient particulières. Puis j'étais jeune, enfin je sais pas en quelle année c'est sorti, mais tu vois, j'étais jeune. Donc forcément, quand t'es jeune et qu'il y a un truc qui te plaît, bah, ça te plaît beaucoup. Tu vois, j'avais trouvé ça, tu vois, merveilleux. Tu vois, j'avais adoré l'histoire. Enfin, c'est magique en fait. Voilà, c'est magique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, tu vois, le cinéma entre guillemets réaliste. Tu vois, même les comédies populaires, la plupart du temps, le sont. Mais le cinéma, cinéma, toi qui te fait rêver, c'est quand même un truc, toi, quand ça t'emporte, c'est fascinant. Fascinant. Et j'avais adoré ce personnage du baron, j'avais adoré la gamine Sally, j'avais adoré le chien. Ces trois potes sont exceptionnels. L'histoire racontée est géniale. Enfin voilà, c'est drôle, c'est hyper créatif, c'est dingue. Et après, les circonstances ont fait que ça m'a marqué particulièrement. Parce que les personnages sont très marrants. Ils vivent des situations un peu tragiques, mais en fait, ils les vivent en rigolant. Ils ont une vraie distance par rapport à tout ça. Et donc, c'est un film génial que je trouve en apesanteur. Mais tu vois, l'autre jour, je l'ai montré à ma fille et elle m'a dit c'est trop long et elle n'a pas tellement aimé. Tu vois, terrible, hein? C'est ça.
Extrait suivant que je te laisse écouter. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va Passe ton ton chemin. chemin. Tu vas nous faire prendre. Oh putain, Mazette. Vous êtes des vedettes de la télé? Va-t'en. Je veux pas vous importuner, monsieur, dame. Mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay. Silence, maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Parce qu'en fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse, et facile, eh ben, fabuleux. si vous puissiez m'avoir une petite audition, ça me changerait la vie. Je chante pas plus mal que Steph de Monac, c'est ça qui est dit après, tu vois. Bah quoi, je chante pas plus mal que Steph de Monac. Alors tu vois, ce qui est génial dans cet extrait, alors d'abord, moi je suis un inconditionnel des Visiteurs, je trouve que c'est un film extraordinaire. J'ai dû le voir 100 fois quand je te dis ça, mais vraiment, parce qu'en fait c'est pas parce que je comprenais pas, tu vois. C'est une Madeleine de Proust en fait pour moi. C'est-à-dire que tu as quelques films comme ça où tu sais que si tu le mets, bah, en fait pendant 1h40, tu vas penser à autre chose et tu vas te faire du bien. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et tous les visionnages précédents, tu vois, bah en fait, renforce le visionnage que tu es en train de faire. C'est plein de souvenirs. C'est ça. Et ce qui est génial, c'est-à-dire que c'est brillamment écrit, le mélange de vieux français et de nouveaux français est à pisser de rire. Donc, Clavier, personnage de Jacouille la fripouille, franchement, c'est fou. Parce qu'il y a de l'écriture, Oui. il y a des situations, il y a du burlesque, il y a des personnages, c'est-à-dire qu'il y a plein de formes d'humour différents. Et je trouve que l'extrait est intéressant parce que, tu vois, Marianne Chazelle, c'est quand même une nana incroyable parce que dans sa carrière, elle aura fait Zézette, qui est un personnage époustouflant dans le Père Noël. Ouais, carrément. Gigi, qui est quand même exceptionnel dans Les Bronzés, et Dame Ginette dans Les Visiteurs. C'est-à-dire qu'elle aura fait 3 à elle toute seule et elle est sous-estimée. C'est-à-dire que on sous-estime son talent. Elle est exceptionnelle. Oui. Et ces 3 personnages féminins de comédie, franchement, c'est échec et mat. Personne n'a fait ça. Ouais. Personne n'a fait ça. Quel talent. Quel talent. Alors après, Clavier, c'est un monstre. Complètement. Il a gestuelle, tu sais, de Jacouille. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il est comme ça, il est toujours en train de regarder, de fureter. Puis dès qu'il sort du champ, il fait un regard un peu comme ça vers l'arrière, tu vois. Comme s'il était en train de renifler une pisse ou un machin. Mais c'est des trucs, c'est très très drôle, tu vois. Silence, Marot, je parlemente, tu vois. L'autre qui dit, y a-t-il demande de rançon? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement bien fait. Les références, tu vois, au Moyen-Âge et tout sont tellement bien faites au bon moment, au bon endroit. C'est extraordinaire. C'est ça, et c'est un truc con, tu vois, j'ai revu le film l'année dernière, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, mais l'incrustation d'avoir 2 Christian Clavier dans le film, c'est génial. C'était la première fois que ça se faisait. Mais ouais, tu te dis pour l'époque, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est presque courant, j'ai envie de dire. C'est courant. Mais pour quand l'époque... Ils sont face à face, tu vois, il lui jette la serpillière, il lui dit « Tiens l'homme !» C'est ça. Il dit « Mais c'est un modèle de chez Harwood !» Tu vois, mais tout est fou. Le Mercier est exceptionnel. Tu vois, Monsieur Houille, pas avec votre poncho, tu vois, c'est fou. C'est-à-dire que c'est un festival. Du début à la fin, c'est un festival. Ouais, ça n'arrête pas. Et c'est vraiment une idée brillante. Idée brillante, et en plus, l'exécution est dingue. Rien que ça, mais c'est ce que me disait, j'en parlais des fois avec Clavier, tu vois. Il me dit, quand tu lis à plat, ok, oui. Bah, tu vois, tu n'es pas sûr que ça va marcher, quoi. Les mecs de chez Gaumont, ils étaient un peu en panique, tu vois. C'est sûr. Sauf que quand t'as l'autre qui te le fait avec ses dents pourries et qui fait OK, bah oui, complètement. Et que tout le monde commence à le répéter en France, dans les cours d'école et partout, c'est extraordinaire. L'interprétation fait toute la différence. Je t'avais déjà dit ça parce que c'est marrant quand tu les rencontres. En fait, eux, ils s'en souviennent assez peu. Parce que si tu veux, un tournage, tu vois, par exemple, la scène de Silence, Manon, où tu vas prendre une créquerelle, ils l'ont faite en une demi-journée. Et ils sont passés à autre chose. Tu vois, nous on la voit, tu vois, l'autre qui dit je chante pas plus mal que Steph de Monac, tu vois, et après elle fait casser la voix. Putain, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est con. Et ben, pour eux, c'est une demi-journée sur un tournage. Il y a 30 ans. Donc ils ne s'en souviennent pas. Combien de fois Didier, on lui parlait de Patulacci sur le tournage, tu vois, le gardien de la paix, mais être humain avant tout, je sais plus quoi. Et il disait mais qu'est-ce que je dis ? Je disais quoi déjà ?
Ils ne peuvent pas se souvenir, c'est pas possible. Toi, c'était il y a trop longtemps. Et surtout, c'est ça qui est génial. C'est que pour eux, ça dure peu de temps. Pour nous, ça peut durer une vie. Tu vois ? C'est parfois des souvenirs ou des extraits que tu aimes tellement que ça va t'accompagner toute ta vie. Alors qu'eux, ça leur a pris une demi-journée à faire ça. Complètement. La magie du cinéma. C'est drôle, hein ? Ouais, c'est incroyable, c'est fascinant. Extrait suivant, il est en cours d'envoi, je te laisse l'écouter également. Stupéfiant. Étourdissant. On croyait vivre un rêve. C'était là un seul et unique premier jet. Mais on n'y voyait aucune correction d'aucune sorte. Pas une seule. Ouais, ça va des housses. Mais le personnage de Salieri est incroyable. Et c'est marrant parce que j'ai discuté de ça avec Clavier. Et il voulait adapter justement la vie de Salieri en pièces. Ça avait été fait aux États-Unis et ça avait très très bien marché. Et il a l'auteur qui lui avait filé les droits, tu vois, gratos, qui lui avait dit tu peux le monter en France, vas-y, je crois en toi. Et en fait, je sais plus qui l'a dissuadé. Je pense que ça doit être Jean Poiret ou Pierre Mondy, qui étaient un peu les deux maîtres, tu vois, de Christian au théâtre, qui lui ont dit t'es trop jeune, attends un peu, trop vert, tout ça. Mais donc tu vois, c'est marrant, c'est que moi je me découvre plein de, c'est pas des points communs, faut pas exagérer, mais tu vois, d'affinité avec Clavier, mais avec Bourdon aussi, tu vois. Mais quand t'échanges, c'est intéressant. Et c'est toujours intéressant de se découvrir des choses en commun, des pensées en commun, tu vois, sur des films ou sur des, tu vois, Et justement, Christian m'avait raconté qu'il était à l'avant-première d'Amadeus à Paris avec Milos Forman, et lui, il est avec Jean-Marie Poiré, et Poiré s'était levé et il avait dit à Milos Forman, ce soir, nous sommes tous des Salieri. Tu vois, qui était un bon mot, tu vois, qui était une très belle phrase. Ce film est, je trouve, voilà, parce que c'est un biopic, quoi, tu vois. C'est un biopic. Bon, pour moi, c'est le biopic le plus puissant qui a jamais été fait au cinéma. Et tu peux le rater, hein, le biopic de Mozart. Hein. Moi, j'ai vu là le biopic, alors c'est pas vraiment un biopic, mais c'est une partie sur Bob Marley, alors, c'est une merguez. Hein. J'ai tout de suite regardé derrière le documentaire qui est exceptionnel sur Bob Marley. Mais c'est Gandhi, le mec. C'est Gandhi, c'est fou, sa vie elle est folle. Et son sens de la mélodie, ses paroles, c'est dingue. Je suis un grand fan de Bob Marley, grand fan. C'est extraordinaire. Dernier extrait. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi! Ben oui, Fantomas. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est des trucs, tu vois, j'adore quand il montre à ses flics, tu sais, il a un système avec une fausse main, ouais. Tu vois, qui se met dans son impair, et donc quand il lève la main droite, en fait, la main gauche suit. Et sauf que c'est pas sa main, c'est une fausse main, et ça lui permet de sortir la main sur le ventre et de tirer. Mais c'est à chialer de rire. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Et donc, quand il explique aux Italiens, parce que c'est dans le 2, quand ils vont à Rome pour le congrès des savants, là, tu vois, atomistes et tout ça, et donc il explique, il dit, moi, Fantomas arrive, je lève, tu vois, et là, à ce moment-là, je lui tire dessus. Et le mec, qui est un mec d'hôpital psychiatrique, parce qu'ils le prennent pour un fou, lui dit, mais comment vous avez fait pour lui tirer dessus, puisque vous étiez en joue? Et là, il dit, avec ma troisième main, celle que j'ai sur le ventre. Donc là, moi, je chiale de rire quand il dit ça. Donc, évidemment, il finit dans une cellule capitonnée, tu vois, avec une camisole de force. Mais c'est à pisser de rire, c'est exceptionnel. Il est tellement drôle, ce con. Tellement drôle. De Funès, c'est un génie. Et Fantomas, moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de Fantomas. Oui, ah bah oui, bien sûr. J'avais peur. J'ai peur. La même. Quand il apparaissait avec son... Ouais.
Tu vois, il était terrifiant. Ah, mais complètement. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu avais un personnage terrifiant au milieu d'une comédie. Quand le préfet lui remet la Légion d'honneur, tu vois, il dit un petit policier sans envergure, tu vois, sans talent particulier. Et mec, il est là, t'as les contre-chances sur le punaise. C'est qu'il est là comme ça, qui dit bah putain, tu sais, il en prend mais plein la gueule, mais c'est tellement drôle. Et là, après, il dit des trucs bien. Alors, après, il commence à se relever un peu comme ça, tu vois. Quel génie, oui. Quel génie, extraordinaire. On peut pas finir mieux que sur un de films. Bah non, mais c'est inépuisable. Tu peux le regarder, tu vois, autant de fois que tu veux. C'est fabuleux. Enfin, tu vois. Non, vraiment, c'est très très drôle. C'est très très drôle. Et tu vois, je crois que Jean Marais, au départ, quand il débarque, il se dit je vais être la vedette. Puis il comprend très vite que tu vois que l'autre est trop fort. Mais c'est son intelligence aussi, tu vois. Il a continué, ils en ont fait 3 ensemble. Et les 3 sont vraiment très très drôles, quoi. C'est ça aussi, quoi. C'est que c'est difficile de tenir la distance. C'est pour ça que Les Tuches, tu vois, c'est un bon exemple. Évidemment que c'est les gens qui décident, mais quand même, j'aime à croire qu'il y a une écriture quand même qui permet, tu vois, à ce film de réussir à ce que le 4 soit pas une grosse merguez que les gens n'aiment plus du tout. Et j'espère que le 5 fera, tu vois, le plus d'entrées possible pour prouver que quand tu as une famille, des personnages qui sont forts, que mon pote Philippe a créé, qui sont dingues, et que tu essayes de d'écrire avec exigence, avec tout ça, tu peux quand même, malgré tout, arriver, tu vois, à faire des séries qui durent, quoi. Tu vois, c'est complètement pas facile, mais... On va pouvoir avancer 4e partie, c'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu, je n'ai absolument aucun mérite, c'est un véritable jeu de cartes que j'utilise, ça s'appelle Fauculte. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent des films. C'est horrible, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ouais, mais je sais qu'il y a eu un paquet de films qui sont devenus cultes, qui se sont fait assassiner, tu vois, complètement, par la critique. Donc ça m'étonne pas. On y va, premier film de 79. Déjà que c'était franchouillard avant, mais là ça verse carrément dans la beaufitude. Ça râle sans cesse, ça gueule et l'humour, on en prend un coup. Quand le reverrai-je? Jamais. Ouais, c'est les bronzés fonds du ski. Oui, les bronzés fonds du ski. Tu te rends compte? C'est ignoble, c'est horrible. Non mais oser écrire un truc comme ça sur ce film. C'est ça. Alors après, que tu le perçoives mal, tu vois, au moment où il sort, bon. Mais enfin, je sais pas, tu vois, faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas voir que c'est drôle. C'est ça. Et attends, t'es pas prêt pour le suivant. C'est des malades. Mes félicitations, monsieur le réalisateur, belle musique pendant que les juifs se font massacrer et joli travelling devant les camps de concentration. Non, c'est consternant, la vie humaine mérite un plus grand respect. C'est la liste de Schindler? La liste de Schindler de Spielberg. Le mec là en question, je sais pas qui c'est, mais il se peut que tu vois qu'il ait eu une partie de sa famille ou toute sa famille, tu vois, massacrée dans les camps. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'il a un biais qui fait que, et forcément que pour lui ça peut être, tu vois, malvenu, tu vois, voire indécent, évidemment. Enfin, tu vois, tu peux toujours trouver quelqu'un qui va s'indigner, tu vois, et pour de bonnes raisons en plus. C'est pas la question. Mais c'est pour ça que nous, par exemple, on n'a jamais voulu parler quand on faisait les Guignols. On voulait jamais parler avec les gens dont on parlait, dont on parlait dans les JT, d'abord parce que souvent ils étaient dans l'émotion. Alors que toi, t'es pas dans l'émotion, toi, t'es dans le rationnel ou et que parler à quelqu'un qui est dans l'émotion, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas essayer de lui faire entendre raison. Il a raison parce qu'il est ému, déçu, triste, tu vois, vexé. Donc en fait, ça sert à rien. C'est des discussions qui ne servent à rien. 2 sur 2, la dernière, peut-être la complète. Rien ne peut compenser l'idiotie du message qui nous est servi et qui peut se résumer ainsi. La vérité sort de la bouche des neuneux. Ça pourrait être Les Tuches, hein, tu vois, mais... Ça pourrait. Ouais. Mais plus ancien, film de 94. 94. La vérité sort de la bouche des neuneux. C'est qui est neuneux? C'est quoi? C'est La vie est un fleuve tranquille? Film de Zemeckis. Ah bah c'est quoi? C'est Forrest Gump? Forrest Gump, ouais. C'est terrible parce que c'est encore une fois, c'est des
c'est des sensations. C'est-à-dire que c'est un film, je me souviens l'avoir vu. J'étais à la fac de droit. C'était une année où, comme j'avais pas beaucoup en cours, j'allais beaucoup au cinéma, et donc ça fait partie des films que j'ai vus. Il est fou, ce film. C'est-à-dire que t'as envie de pleurer, tu te marres. C'est incroyable. C'est une saga, ça raconte toute l'histoire de l'Amérique à travers, tu vois, l'histoire de ce mec un peu neuneux. Alors toi, c'est marrant, le film qu'ils ont fait, les mêmes acteurs, c'est avec Tom Hanks et avec Robin Wright, et qui s'appelle Here. Here, c'est ça, non, ouais, c'est pas Here. Et donc, c'est Robert Zemeckis qui l'a fait, et ça n'a pas du tout marché. Alors que le film est génial. Il faut savoir quand même, quels que soient les films, un film, c'est du temps, ça coûte beaucoup d'argent, oui, évidemment, mais c'est parce que c'est de l'art quasiment. C'est-à-dire que la façon dont on va filmer, tu te dis, mais comment on peut, toi, c'est-à-dire que le temps qu'on va passer à filmer une scène. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas faire ton plan large, et puis après, tu vas découper tout le monde, tu vois, et tu vas avoir, je sais pas, 7, 8, 10, 15, 20 valeurs de plan différentes pour une seule scène qui va durer 1 minute. C'est pour ça que ça coûte cher. Parce que pour changer de plan, il faut des techniciens qui changent les machines, qui changent les lumières de sens, de machin. Il faut les caméras qui soient changées, les comédiens qui attendent, tu vois, le réalisateur qui attend, toutes les équipes qui savent faire. Ça coûte cher. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pas parce que les acteurs s'en mettent plein les fouilles ou parce que... Alors, évidemment qu'il y a des acteurs qui sont bien payés, mais c'est légitime et c'est logique, la plupart du temps. Tu vois ? Et en plus, si tu veux, les acteurs, ils sont assez peu rémunérés proportionnellement. C'est-à-dire qu'un film cartonne, ils vont pas forcément toucher beaucoup d'argent. Tu vois ? Donc en fait, ils sont pas tellement associés au succès, les comédiens. En revanche, bah oui, ils sont payés, c'est normal, c'est leur travail. Enfin, tu vois, c'est logique. Les films, moi, tu vois, par exemple, un truc qui m'agace, c'est formidable que Monte Cristo fasse 9 millions d'entrées et que Les Mousquetaires, tu vois, ça cartonne. Je trouve ça dommage en tant que scénariste français que le meilleur scénariste français de ces 2 dernières années, ce soit Alexandre Dumas. Tu vois ? C'est dommage. C'est dommage. Il y a des bons scénaristes en France, tu vois, croyez en leurs idées, croyez en eux et poussez-les. Tu vois, poussez-les. Alexandre Dumas, c'est un génie, hein, ça c'est évident. Et je trouve que les films ne sont jamais à la hauteur de son génie de toute façon. Tu vois, parce que faut pas oublier que, tu vois, le Comte de Monte Cristo, c'est 3 volumes. Hein. C'est un monument. Et c'est un chef-d'œuvre. Absolu. Absolu. Et la fin du livre qui n'est pas la fin du film. La fin du livre, tu peux pas changer la fin la fin qu'a choisi Alexandre Dumas. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. C'est dommage. Alors, le film est très réussi, tu vois, il a cartonné et c'est toujours bien quand un film cartonne. Ça, c'est évident. Je trouve ça dommage, tu vois, que là, tu vois, ils vont refaire Les Misérables, tu vois. Oui, j'ai vu 2 ça. projets en plus. Et ça va être bien, hein. C'est pas la question. Hein. On le sait que c'est bien, Les Misérables. Bah oui. Tu vois, on va pas perpétuellement refaire les mêmes choses. Alors, il y a aussi, tu vois, à côté plein d'idées originales qui vont sur les écrans aussi, hein, donc tout va bien. Écoute, il est déjà l'heure de se quitter, place à l'ultime partie 5, c'est l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. J'ai donc une surprise pour toi, je t'envoie le dernier message audio, un message que j'ai recueilli pour toi, de quelqu'un que tu connais, normalement, j'espère. Je te laisse l'écouter et on se reprend juste après. Écoutez, je vous adresse ce message audio pour vous présenter mes meilleurs vœux. Bravo pour votre podcast. Écoute, vous souhaitez juste simplement le meilleur à Julien et vous le félicitez pour ce nouveau film. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'est Benjamin ? Ouais, message de Benjamin Morgan. Ouais, je l'avais pas reconnu au début. C'est sympa. Ben, on a fait quelques années de Guignol ensemble. Je dirais 3 ou 4. On a écrit Tuche 2 ensemble, avec donc Philippe, Lionel Dutemple, Benjamin, Morgan et puis moi. Et il y avait un autre auteur qui s'appelait Nissim Chikaoui, mais les 4 auteurs des Guignols, c'était nous. On s'est bien marré, on a passé des bonnes années à rigoler. Et on avait fait, tu l'as cité, donc c'était sympa que tu l'aies cité, parce que c'est pas un truc très connu évidemment, mais qui s'appelle 1 minute avant, notre petit programme d'animation, qui était rigolo. Enfin, toi, c'est un concept très très basique, mais qui marchait bien. Et j'en revois parfois passer sur YouTube ou Dailymotion, donc ouais, c'est sympa. Donc écoute, ça fait toujours plaisir. C'est des souvenirs, encore une fois. Et le temps passe, tu vois, on va fêter les 10 ans hors des Guignols là en juin prochain. Ouais.
Ça fera 10 ans. C'est fou. Donc la fierté, c'est qu'on aura mis, tu vois, au cinéma 7 films. Ouais, c'est dingue. Donc quand tu sais que, tu vois, que c'est long le cinéma, c'est du temps long. 7 films en 10 ans, voilà, je te dis, on n'a pas chômé. On a bossé comme des malades. On en avait parlé donc en début d'émission, tu me l'avais confié même en off et puis officialisé. Cocorico 2 est sur les rails. Tu vas tourner donc dans les prochains mois. Logiquement, si tout va bien, on tourne mai-juin prochain. Donc voilà, je suis content, ça avance. Et Christian et Didier sont évidemment de la partie et sont ravis d'y retourner. Donc voilà, on va essayer de creuser encore le sillon, tu vois, le sujet comme me l'a dit Didier quand on s'est présenté les vœux de bonne année, il m'a dit on va partir à nouveau à la recherche de nos origines. Trop bien. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Merveilleux. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci Julien, merci pour ton temps, merci d'être revenu sur le podcast. Tu me l'avais promis. Avec plaisir. À l'issue de l'entretien. Ouais. Promesse tenue, merci infiniment. Merci à toi. Et continue. Merci Comme beaucoup. je te le dis à chaque fois, continue, ne lâche pas. C'est bien ce que tu fais, donc il faut continuer. Merci beaucoup, bonne continuation. Merde pour la suite. Et je viendrai, à chaque fois que je ferai un film, je viendrai te voir. Avec grand plaisir, t'es le bienvenu. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, ciao. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez les comptes. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.